Bienvenue sur Soliditors, le podcast qui décrypte la sécurité Web3. Salut Totem, super content de pouvoir faire cet épisode avec toi aujourd'hui. On avait eu l'occasion de se rencontrer tous les deux à Paris l'année dernière. J'arrive pas à croire que ça fait Ouais, quasiment un an. C'était à ETHCC il y a presque un an maintenant. T'as, à mon sens, un super parcours et récemment en plus tu as pu intégrer Code Arena dont on va parler un peu plus. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? ouais, bah déjà, merci pour l'invitation. Ouais, déjà, je savais pas que ça faisait quasiment un an. Ouais, c'était quasiment en juin, un truc comme ça, juin-juillet. C'était en juillet, ouais. Ouais, ouais, ça passe vite. Bah, sinon, ouais, je m'appelle Totem. J'ai essayé de switcher dans le Web3 à partir de l'an passé. Et avant, je faisais du machine learning. Et là, j'en fais toujours, mais depuis octobre, fin octobre, j'en fais chez Code Arena, comme tu as pu le dire. Et on pourra, avec l'occasion d'en discuter par la suite. Quand tu dis que tu faisais du machine learning, c'est-à-dire que tu as fait tes études dans ce domaine-là, j'imagine? Bah non, pas du tout. En fait, j'ai fait une école d'ingénierie software dans le nord de la France. En fait, à un moment donné, je crois que c'était pendant un voyage, j'ai lu un livre qui s'appelle Super Intelligence. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde sur l'AGI et trucs comme ça. Et j'ai lu ça, puis je me suis dit, non mais c'est pas possible, je peux pas bosser dans ce domaine-là. Et du coup, je crois que j'ai fait une première mission dans ingénierie software plus classique. Et après, vu que j'avais un peu travaillé pendant mes études, je me suis dit, je vais me poser 4-5 mois pour essayer d'apprendre ça et puis de travailler là-dedans pour la suite. Rétrospectivement, c'était une des meilleures décisions que j'ai prises, même si sur le coup, c'était un peu stressant parce que je me disais, bon, je viens à peine de commencer mes études, de finir mes études, et je suis déjà en train d'arrêter pour me former à autre chose. Ouais, c'est ça. Donc, tu t'es auto-formé dans un domaine bon, qui est connexe, mais qui n'était pas exactement celui dans lequel tu as fait 5 ans d'études. Ouais, voilà. Après, ça m'a aidé énormément, tu vois, de faire de l'ingénierie software. Je pense que tu vois, généralement, il y a deux manières d'arriver dans le machine learning. C'est soit par le côté fondamental statistique, ou soit par le software engineering. Moi, bah, j'ai un clairement du deuxième, et je trouve que c'est plus simple de se mettre dedans via cet aspect-là, parce que, tu vois, c'est mine de rien, dès que tu as des packages installés, des librairies à gérer, choses comme ça c'est des trucs, quand t'as jamais fait d'info, tu passes des heures et des heures à configurer, tu vois. Et du coup, une première expérience plutôt sur le côté IA, enfin machine learning. euh, Comment t'en viens à transitionner ou même à t'intéresser à blockchain, crypto, Web3, tout ce monde-là? Bah, en fait, ça m'intéressait depuis longtemps. Je m'en souviens que pendant mes études, alors je saurais plus te dire la date, mais il me semble qu'il y a eu je sais plus exactement si c'était en rapport avec le DAO-WAC sur Ethereum. Et je me souviens qu'on avait, avec des potes, on avait commencé à s'intéresser à ça. J'en avais acheté un tout petit peu. Et quand j'ai vu qu'il y a eu je crois que c'était le DAO-WAC, 2018-2019, si je dis pas de conneries. Je me suis dit, ouais, ça va pas marcher. Et puis, je t'avoue, j'ai un peu laissé ça de côté. Puis à un moment donné, mon frère, il m'en a reparlé d'un point de vue spéculatif. Et là, je me suis replongé dedans. Le côté techno, en fait, il a commencé à me titiller. Puis, en fait, je me rendais compte à côté de mon taf, je passais énormément de boulot, énormément de temps à renseigner sur Twitter, à essayer de suivre des trucs, à interagir avec la communauté. Et puis à un moment donné, il y avait aussi la folie, tu sais, des play to earn, et du coup je m'étais mis un peu à scripter là-dessus. Puis là je me suis dit en fait j'aimerais bien. Enfin je vois que ça me passionne tellement que je me suis dit pourquoi pas, pourquoi j'en ferais pas mon métier d'un côté ou d'un autre. Et le truc c'est que bah, par chance ou par malchance, la boîte pour laquelle je bossais avant a coulé on va dire, je crois que c'était fin décembre 2022. Et du coup je me suis dit bon voilà c'est un peu l'opportunité de switcher, enfin en tout cas parce que là du coup j'ai plus d'obligation. Je prends l'opportunité maintenant, c'est maintenant ou jamais parce que si je me relance dans un autre projet, j'aurai jamais de temps. Enfin je sais que voilà, j'ai pas envie de travailler jour et nuit, donc je me Ouais, suis c'était dit un ça bon pourrait être signe pour l'opportunité. amorcer ta transition du coup au début 2023. Et c'est comme ça que tu as commencé à te former, parce que je me rappelle quand on s'était vu en juillet, donc à Paris, oui, tu n'étais pas encore dans le secteur à proprement parler, mais justement, tu étais en recherche de pouvoir bosser dedans professionnellement, quoi. Au début je me suis dit je vais juste apprendre Solidity et après on verra ce qui se passe. Mais à la base je t'avoue que je pensais pas vraiment à faire
de la sécurité. En fait, c'est à un moment donné, j'ai vu qu'en fait que ça commençait à tweeter pas mal sur ce sujet et tout, et je me suis dit, c'est vrai que ça peut être pas mal, ça m'a toujours intéressé la sécurité. Bah, surtout qu'en fait, une des premières missions que j'ai eues en machine learning, c'était là-dessus, quoi. C'était de faire de la sécurité, de l'analyse statique de code avec des modèles de machine learning. Dans le Web 2, Bon, du coup. ouais, dans le Web 2. Ok. Spoiler alert, ça marche pas du tout, et je pense que ça marchera, ça marchera jamais. Ça Pourquoi? marchera pas avant très longtemps. Il faudrait un changement de paradigme en machine learning, mais bon, bref, on pourra en discuter après si tu veux. Tu avais fait une première mission, du coup, sur du machine learning et de la sécurité. Ah oui, je voulais dire, c'est ouais, c'est qu'à un moment donné, je crois que je suis tombé sur des tweets là-dessus, et je me suis dit, bon, c'est vrai que ça pourrait être de travailler là-dedans. Et je t'avoue que pendant quelques temps, je me suis dit, bon, moi, je vais faire ça en fait. Je vais faire Security Researcher. Je me suis dit que ça me paraissait accessible. Et rapidement, quand j'ai commencé à faire des audits, alors audits avec des guillemets en groupe euh, avec OpenReach, je crois, Reach de OpenSense. Donc là, j'ai appris beaucoup en fait avec d'autres personnes. Et j'ai surtout appris que je pense que ça me saoulerait de faire ça tout le temps manuellement, sachant qu'il y avait des choses qui me paraissaient automatisables en termes d'outils, tu vois. Par exemple, essayer de comprendre ce qui se passe dans le code. Enfin, je trouvais qu'il y avait des opportunités là-dedans, et puis j'étais en train un peu de FOMO ce qui se passe en En machine machine learning, parce que learning, et ouais, je me forcément. suis dit, ouais, non, mais je vais pas laisser ça. J'ai travaillé 6 ans là-dedans, je vais pas tout laisser tomber pour essayer de battre Trust, tu vois. Donc c'est pas possible. Ouais. Ah, mais je me souviens très bien, ouais, t'avais déjà DSS, du coup, DeFi Security Summit, qui était juste avant HCC à Paris, Ouais, cet objectif de bosser dans la ML, enfin, en tant que ML engineer ou researcher, je sais pas exactement le terme, mais pour la partie sécu Web3, quoi. Donc vraiment, t'avais déjà chopé ta niche et tu savais que tu voulais bosser ouais, dedans. Et bah, c'est vrai qu'on a un peu perdu contact entre-temps, sur les quelques mois à venir, et du coup, je sais pas trop ce que tu as fait depuis. Et puis d'un seul coup, tu nous annonces que tu bosses chez Code Arena, quoi, littéralement une des ouais. plus belles boîtes du secteur, pour faire exactement ce que tu voulais, c'est-à-dire machine learning chez eux. Alors comment ça s'est fait ce chemin? Ouais, bah c'est vrai que je suis très content. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je crois que j'ai vu un tweet de Patrick Collins qui disait que ah ça y est, on a 5000 submissions sur leur nouvelle plateforme CodeHawk là, qu'ils avaient lancé un peu après DSA, je crois. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit bah à tous les coups ils font ça manuellement. Et Et je me c'était suis le dit cas. ouais, je crois que c'était le cas. Enfin, ils avaient un et j'ai discuté un peu avec lui après, il m'a dit que ils avaient une ébauche de modèle, mais ça marchait pas très très bien. Et du coup, je me suis dit, je, je pensais que c'était la veille de partir, enfin, c'était 2, 3 jours avant de partir en vacances. Du coup, j'ai essayé de faire un POC le plus rapidement possible. Je me suis dit, je dédie, allez, maximum une dizaine d'heures dessus. Euh, et j'ai pris, du coup, le dataset qui était disponible, en fait, sur Sherlock, parce qu'en fait, eux, ils ont une structure une arborescence de dossiers qui permettait de faire facilement le dataset. Donc, tu vois, avoir tout déjà clusterisé, etc. Enfin, ça m'a beaucoup simplifié la tâche parce qu'en gros, tu scannes tout leur repo et ensuite tu essaies juste de reconstruire l'arborescence de fichiers. C'est-à-dire Euh, qu'à partir de l'ensemble des findings dispo de Sherlock, tu as entraîné un modèle à pouvoir classifier ensemble différents types de findings, c'est ça? ouais, et du coup, après, j'ai essayé de tweeter là-dessus. Et après, je pensais que ça allait. Et quels étaient les résultats du premier modèle que tu as fait en une POC, en une Moi, après-midi? je m'en souviens plus en termes de C'était chiffres, mais encourageant en tout cas. ah ouais, ouais, c'était pas mal. Bah, après, ça dépend de quelle métrique tu utilises. Là, je pense qu'à l'époque, j'utilisais des métriques différentes que maintenant. Et du coup, ça dit pas exactement la même chose. Parce qu'en clustering, t'as des métriques qui viennent checker, par exemple, l'homogénéité de chaque cluster. Donc, est-ce que chaque cluster est conscient uniquement des éléments de la même classe? Donc, par exemple, toutes les submissions que tu as dans le cluster, c'est les mêmes findings. Et après, l'autre, c'est quoi? Et en gros, enfin, bref, en gros, l'autre, c'est exactement l'inverse. C'est la métrique miroir, on va dire. Et moi, j'avais utilisé une autre métrique à l'époque, qui, en gros, était un peu moins précise, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'était un résultat qui était encourageant. Ouais, c'était pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai proposé il y a un moment donné, enfin, je voyais que ça mordait pas aussi bien que ce que je pensais. Et je cherche aussi des idées pour pouvoir bah, essayer d'être, voilà, de switcher, enfin, d'essayer d'être embauché, de générer de l'intérêt, etc.
Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être pinguer directement les trois CEO de ces plateformes d'audit compétitif. Donc, j'ai pingé directement à Patrick Collins, Soc, et puis la team de Charles, en leur disant ouvertement que voilà, ça c'est mes résultats et je contacte les autres en même temps. Et en fait, en discutant un peu avec eux, j'ai eu trois réponses différentes. Et du coup, je me suis dit et à un moment donné, bah, je suis parti avec C4 plutôt. Et c'est-à-dire que les trois étaient intéressés pour bosser avec toi. Ouais, alors ouais, après, Patrick Collins, il voulait pas, c'était pas spécialement maintenant il avait un besoin. Et je t'avoue qu'on m'avait dit plusieurs fois ça, donc je me suis dit bon, euh, tu sais, quand Oui. on te dit pas maintenant, tu te dis bon bah, vu qu'il n'y a rien d'écrit, faut pouvoir continuer. Du coup, à un moment donné, j'avais proposé de faire une sorte de, je leur avais proposé qu'ils payent un petit peu moins cher, quelqu'un qui était embauché à plein temps, mais on crée une sorte de de laboratoire, de R&D, de tooling en Web3. Et en gros, ça, je leur proposais de me sponsoriser les trois. Bon, je crois qu'ils étaient tous à moyen chaud parce qu'en même temps, ça permettait, c'était cool de faire de l'open source, mais en même temps, ça créait un avantage compétitif pour les autres aussi. Et voilà, et Sherlock, il voulait juste l'acheter, je crois, du coup. Enfin, il voulait acheter le service en gros. Ok. Et Mais donc, tu as choisi Codar. Là, ça fait combien de temps du coup que tu travailles avec eux? ça fait depuis fin octobre Fin 2023. octobre. Ok, donc C'est quelques relativement mois. récent. C'est relativement récent, mais en même temps, dans l'industrie dans laquelle on est, ça fait déjà une éternité. Et et tu as pu C'est un déjà peu avec ça. construire deux, trois outils sur lesquels j'ai eu d'excellents retours. Alors, moi, pour le coup, Cadarena, c'est la plateforme que j'utilise un peu le moins, donc je ne les ai pas testés directement, mais en tout cas, les retours que j'ai eus sont assez bons. Tu peux nous en faire part un peu des différents projets. Et forcément, il y a des projets sur lesquels tu vas pas pouvoir discuter, qui sont un peu plus confidentiels, j'imagine, mais ceux sur Mm. lesquels tu peux nous détailler un petit peu ce que tu as pu faire et où ça en est, et puis la vision que tu en as. Eh ben, il y a deux projets. Bah, d'ailleurs, il y a le deduping, ce dont on vient de parler. Donc, En gros, c'est ça. Bah, déjà, t'as la sous-couche qui permet de faire du clustering. Après, il y a un bot qui vient faire ça automatiquement sur le repo. de manière à Donc, ce que globalement, en tant que juge, quand tu reçois le repo, je dirais, avec l'ensemble des 200 findings, par exemple, eh ben, il y en a déjà qui soient clusterisés entre eux par rapport à tous les findings qui se ressemblent et tous les ouais, c'est ça, en findings qui gros. potentiellement soient invalides, etc. C'est ça? Ouais, voilà, en gros, Ok. c'est ça. Et, ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça crée des groupes. Et là, en l'occurrence, il y a plein de manières de le faire. Mais la manière dans laquelle je suis allé, en fait, j'ai regardé, je crois que je me suis inspiré de ce qu'avait fait Patrick Collins, en fait, sur leur propre GitHub. En fait, ils avaient utilisé des labels. Donc, en gros, ils créaient un label pour dire groupe numéro 660 et ils mettaient tous les trucs là-dedans. On ira plus loin avec ça, mais en gros, ça montre qu'il y a plusieurs choses. Déjà, t'as l'outil de base qui permet de faire le clustering, mais après, t'as l'UX qui vient de freiner forcément, parce que tu vois, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir le meilleur modèle possible, il suffit que tu aies une UX qui soit pas terrible pour que, en fait, tout le deduping, en fait, il sert à rien. Faut pouvoir browser tous les labels différemment, euh, il faut pouvoir les trier, les voir de manière assez efficace, et c'est sûr que bon, GitHub, en l'occurrence, c'est pas la meilleure UX qui soit, même si c'est quelque chose qui permet de bien démarrer. Donc, Voilà, tu donc as, ça c'est un... développé une UI distincte de GitHub pour... Ah non, non, pas du tout. Bah là justement, ce que je veux dire, c'est que je m'adapte en fait à l'UX de GitHub en créant des Ok. labels. Mais voilà, ça fait partie aussi un peu de mon métier d'essayer enfin, d'avoir une bonne UX, parce que ce que je veux dire, c'est que le, enfin, le modèle en soi, il peut être très bon. Si jamais tu as un truc qui ne permet pas d'exploiter ça, en fait, ça revient. C'est comme si t'avais rien fait, tu vois. Et c'est quoi le stack sur lequel tu construis en ce moment? Ce bot-là, pardon. Et ben, c'est du Python. Ok. Ouais, c'est que du Python. Ouais, c'est relativement classique, quoi. J'utilise des Python, des librairies en Python, etc. Voilà. Et l'autre projet, c'est le Documentation Bot. Et ça, c'est un truc, en fait, qui permet de réduire, en fait, le boulot que peut avoir les sponsors et les lookouts quand ils vont manager la communauté, répondre aux questions, etc., pendant un contexte qui est actif. Alors, tu peux nous rappeler ces deux rôles, sponsor et lookout, chez Sifor? Le lookout, c'est une personne qui, en fait, qui est un peu avant le judge dans le process de judge.
et qui va faire le pré-sorting et qui va, tu vois, par exemple, préparer en fait le repo pour le join. Donc, il va repérer les submissions qui sont low quality ou high quality, qui va les grouper par duplicate, etc. Et là, récemment, on a aussi fait des expériences où on essayait de voir si le code pouvait répondre à des questions des wardens au lieu de que ce soit le judge ou alors que ce soit le sponsor en lui-même. D'accord. Parce Donc tu fais un que, peu une première phase avant le juge, de manière ouais, à mettre certains labels sur certains findings, des findings qui ont été, qui sont d'une très basse qualité, par exemple, les refuser directement, etc., pour faciliter un peu le travail du juge derrière. ouais, exact. Ok. Parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de submissions qui sont des spams et qui Ouais. sont créés avec ChatGPT, des trucs comme ça. T'arrives aujourd'hui à les. Je sais qu'il y a certains outils en ligne où tu peux par exemple coller un texte dedans et ça va te donner avec un pourcentage d'affirmation ou non si ça a été Ouais, généré par une IA. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi chez Sifor de pouvoir automatiquement déceler si un finding a été 100% généré par une IA et du coup il y a de fortes chances que ce soit un spam. et ben, en fait, tu peux faire ça, mais le truc, c'est que là, ça, c'est un truc que j'avais jamais pensé. C'est que, en fait, il y a des gens qui savent pas parler anglais, c'est pas leur langue maternelle, et du coup, qui traduisent leur report via ChatGPT. Donc, par exemple, de l'espagnol à de l'anglais. Et du coup, ça serait détecté comme quelque chose qui est généré par une IA, mais ça n'est pas vraiment. Ah oui, ok. Et le problème aussi, c'est que tu vois, genre, si jamais tu introduis des erreurs volontairement, en général, ces modèles-là de détection, ils marchent plus très bien. Par exemple, t'oublies, en anglais, tu t'enlèves un S à la fin d'un verbe que tu utilises à la troisième personne du singulier. Là, le truc, hein, je pense il faudrait faire des tests mais de mémoire. J'ai déjà vu ça plein de fois. C'est que si pour le bypasser sur ce genre de choses, c'est assez facile. C'est pas compliqué, ouais. Ok. Ouais. Mais par contre, ça, c'est, voilà, là, je peux pas trop en parler, mais on travaille sur des trucs qui permettent de gérer des problèmes à plus haut niveau, et ça, ce serait géré de manière, on va dire, implicite, enfin, comme ce serait une conséquence de ça. Mais je pense que ça va sortir bientôt. Ça va être cool, ça. Un petit teaser. Et Voilà. du coup, le bot de document qui, on disait, sert à aider les lookouts et donc les sponsors étant les clients qui déposent de leurs projets à auditer sur Sifor. Ça, c'est un truc que vous venez de sortir récemment, qui a eu, pareil, un écho ultra positif de la part de la communauté. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet-là? En gros, c'est un bot qui permet, excuse-moi. En gros, c'est un bot qui permet de poser des questions sur du code et de la documentation. Parce qu'en fait, en général, on s'est rendu compte c'est pas toutes les personnes qui posent des questions qui posent des questions qui pourraient être lues, enfin qui pourraient être répondues juste en lisant la doc. Mais en général, il y a beaucoup de questions relativement simples qui peuvent être répondues. Enfin, je vais reformuler parce que je parle dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par les wardens qui peuvent être répondues relativement simplement en lisant la doc ou des choses comme ça. Et en fait, bon, en tant que développeur, je comprends parfaitement qu'on n'a pas envie de lire la doc parce que, en fait, c'est casse-pied, quoi. En fait, tu vas pas juste la lire une fois avant de faire ton audit. Enfin, tu vois, je comprends. Mais du coup, ce qu'il faut, c'était une sorte de mini search engine, tu vois, qui permettait de répondre à ces questions et qui est augmenté par un LLM. Donc, c'est exactement ça. Le système, ça s'appelle un RAG. Et en fait, alors pourquoi on n'a pas juste choisi un LLM aussi, c'est parce que un LLM, c'est sympa, mais en fait, ça va te faire, ça va facilement halluciner. Donc, c'est-à-dire que c'est pas fait pour te donner des informations factuelles. C'est fait pour générer du texte, tout simplement. Donc, si tu lui dis, je sais pas, Napoléon a découvert l'Amérique enfin, tu dis Yannick Noah a découvert l'Amérique en telle année, il va te générer une réponse qui paraît logique, tu vois, mais c'est pas vrai. Le truc que ça fait, c'est que, en gros, je prends je crée des petits bouts, en fait, de tout ce qui a à disposition, donc la documentation, les spécifications ERC, etc., et le code. Et ensuite, je viens de découper en petits bouts, je le mets dans une mini base de données. Et ensuite, cette base de données, on vient la query avec la question du Warden. Et ça permet de récupérer, par exemple, les top 5 petits bouts qui paraissent les plus cohérents pour répondre à la question. Et ensuite, on vient mettre ces trucs-là dans une sorte de super prompt dans lequel on dit
répond uniquement en utilisant le contexte qui t'est donné. Et tu vois, sans te donner, sans utiliser quoi que ce soit d'autre. Donc en fait, ça le conditionne à donner des informations factuelles. En tout cas, ça diminue l'hallucination. Et ça permet aussi et surtout de pouvoir citer les sources à la fin, tu vois. Ça, c'est le plus important parce que si le modèle commence à dire n'importe quoi, bon, c'est grandement diminué avec ce système-là, mais c'est pas impossible que ça se passe, tu vois. Là, au moins, on peut dire, bon, bah, j'ai généré ma réponse avec tel document, ce readme-là, etc. Et j'imagine que vous avez déjà prévu les cas où malheureusement il y aurait une hallucination qui soit générée par le modèle et qu'il y a un warden qui se base dessus, parce que je veux dire, on a déjà vu des wardens faire des reports en citant par exemple dans le report un message du sponsor en message privé sur Discord, ce genre de choses-là. Donc j'imagine qu'il y a un risque quand même demain, si le LLM hallucine, que le warden Ouais. base l'entièreté de son report dessus. J'imagine que vous avez pensé à ça, et du coup qu'est-ce que vous avez prévu si le cas venait à arriver? Bah déjà, on met un disclaimer dans le bot en disant que c'est pas une information qui doit être traitée comme une source de vérité et il faut aller, euh, il faut aller vérifier dans la documentation qui a été citée. C'est pour ça qu'on la met aussi, tu vois. Dire que voilà, ça c'est une piste, ça peut éventuellement éclairer, résoudre des problèmes, mais en général, on conseille de valider la réponse avec soit le sponsor, soit un judge, etc., quelqu'un de l'équipe. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. En fait, si tu considères ça comme une source de vérité, c'est comme si tu utilisais, je sais pas moi, ChatGPT pour écrire une thèse, et à un moment donné, si ça marche pas, bah c'est... Ouais, Tu tu l'as vois. cherché quoi. Ouais, c'est Ouais, en gros, c'est ça. totalement, ouais. Ok. On essaie de prévenir au maximum. Et en fait, ce qu'on faisait au début, c'est que, tu sais, on avait aussi les lookouts qui, bah, en fait, pour résoudre le problème d'avoir trop de messages pour les sponsors et les wardens, on a fait une sorte de système qui a été testé avec deux contests, je crois, déjà, et qui est pas mal. C'est maintenant, en fait, dès que tu crées dans ces contextes-là, quand tu tags un sponsor dans un private ou dans un public thread, tu peux opt-in avec le documentation bot. Donc, il te propose de générer une réponse automatiquement. Tu dis oui ou non, enfin, tu réagis ou tu réagis pas au message. Et si tu réagis, il va te générer une réponse. Et ensuite, le code, il vient derrière pour dire je valide ou alors il la corrige. Ok. Mais par expérience, il y a eu très peu de cas où c'était factuellement incorrect, quoi. Donc, ça va. Ok, donc on a un taux d'hallucination qui reste très faible. Ouais. Et j'imagine que le LM, le modèle que tu as développé, apprend de lui-même, quoi, au fur et à mesure des compétitions, au fur et à mesure des documentations, ou c'est clusterisé chaque modèle Ouais, par c'est compétition? par compétition, ouais. Parce qu'en fait, le but à un moment donné, ça va être d'entraîner un modèle pour être plus pertinent sur le vocabulaire qui existe dans le web. Mais en fait, chaque code base est tellement spécifique, Hmm. avec des noms de fonctions tellement spécifiques en fait que à part refaire des milliers d'entraînements sur chaque code base, je pense que ça va être les prochaines étapes. Mais faire en sorte que toutes ces compétitions puissent améliorer le modèle au fur et à mesure, je pense que ça va être un peu compliqué. Et d'autres projets dont tu peux nous parler, que vous avez soit dans le pipe, soit en vision même très lointaine, que tu souhaiterais développer pour si fort? Eh ben, non, pas forcément des projets dont je peux parler maintenant, mais tu vois, déjà, c'est rien que ces deux trucs-là, au final, ça paraît rien. En fait, il y a toujours des améliorations à faire. Ah bah oui. Il faut les... Là, par exemple, pour le documentation bot, je passe beaucoup de temps à faire du login qui serait performant et qui permettrait de faire de notre côté de l'analyse, mais en même temps, Qu'est-ce que t'appelles sans faire des logs, en fait, dans des logs d'activité en fait d'utilisation du D'accord. documentation bot, Ok. et tout en respectant, tu vois, genre on va pas collecter les questions qui ont été posées, on collecte pas les ID des wardens Des non plus, wardens. parce que tu vois, ça pourrait être une faille de sécurité, bah, déjà une violation de la vie privée, et après, tu vois, si tu crées un private thread, t'as pas forcément envie que ta question au final se retrouve dans une base de données d'Amazon, des choses comme ça. Enfin, surtout que le contest, il est en cours. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça auxquels il y a toujours des améliorations à faire. Mais ouais, il y a d'autres projets qui arrivent en tout cas, mais pour l'instant, ça me prend déjà beaucoup de temps. Et d'un point de vue plus global, tu nous disais en début tout à l'heure que
avais un peu cette frustration de te dire que dans la sécu Web3, il y a tellement de choses à faire grâce à l'IA, Ouais. grâce au machine learning. Il y a d'autres sujets que tu aimerais peut-être même toi à titre personnel ou juste que tu as imaginé qu'on pourrait développer qui seraient bénéfiques pour l'écosystème actuellement et qui, justement, comme tu le disais, te frustre un peu de voir qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont faites manuellement et qui pourraient être faites de manière beaucoup Mm. plus pertinente avec les bons outils. Ouais, bah déjà, il y a plusieurs choses. En gros, ce que je remarque, c'est que tu as des gens qui essayent d'automatiser entièrement le travail de l'audit, alors que, en fait, si tu regardes ces boîtes-là, on entendait parler l'an passé, mais maintenant, on n'entend plus trop parler. Ce qui marche bien, c'est le static analysis, etc. Parce qu'en fait, tu peux jamais garantir que l'exécution, elle soit parfaite, et tu mettras jamais un protocole de 20 millions de dollars avec un TVL, tu vois, dans les mains d'un 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 bot sur lequel t'as pas de garantie de qualité. Et du coup, en fait, tu auras toujours besoin d'avoir un humain, au moins un humain dans la boucle. Donc autant se focus sur des outils qui permettent d'augmenter la productivité. Et pour ça, bah, il y a un truc c'est vrai que j'aimerais bien travailler dessus, quelque chose qui permettrait de gagner des insights sur une code base, tu vois, mais de manière interactive. Mais en fait, ce sera un peu comme le documentation bot que tu pourras avoir là, mais sauf que tu vois, genre, ça va te dessiner un diagramme, un truc qui serait multimodal, tu vois. Tu poses une question, tu dis, bon, j'aimerais bien avoir une vision au niveau de ce qui se passe, tu peux me dessiner un diagramme. Est-ce que tu peux zoomer sur cette partie-là, ça t'en dessine un autre? Est-ce que tu peux m'expliquer cette partie-là de manière simple, ça te sort du texte avec un petit texte qui est tout bête. Avoir une sorte de compagnon, de copilote au final, qui permettrait de pouvoir gagner des insights là-dessus. J'aimerais bien travailler sur ce genre de projet, je trouve ça intéressant. Et d'un point de vue complexité technique, tu l'estimes comment la réalisation de ce projet? Parce que moi, du côté auditeur, sachant que beaucoup estiment que 90% de l'audit, et peut-être un peu moins 80% de l'audit, c'est juste la partie de compréhension profonde d'une code base. Bah ouais. Ce que tu décris là, c'est le rêve de tout auditeur, quoi. Comment t'estimes la faisabilité de ce type d'outil? C'est quoi? C'est par manque de temps que ça n'a pas encore été développé par des machine learning engineers compétents ou c'est parce que c'est quand même relativement complexe à mettre en place? Je me méfierais parce que j'ai tendance à trouver les trucs trop simples et jusqu'à ce que tu commences à le faire et là tu te dis ah ouais c'est galère en fait. Mais là en l'occurrence ça me paraît pas faisable, ça me paraît parce qu'en fait tous les Lego sont là, il suffit je pense de les rassembler. Après tu vois la partie multimodale, générer des graphes etc. Je pense que ça peut le faire. En fait ce qui est bloqué jusqu'à quelques mois et c'est peut-être pour ça que ça n'existe pas, c'est que en fait là c'est conditionné par la taille du prompt. Donc ça s'appelle context window en, en machine learning, avec les LLM. Et en fait, c'est quelle est la quantité d'informations que tu peux mettre dans le prompt. Et en général, le code base, ça rentre mais pas du tout. Parce Des qu'ils fois, étaient c'est... limités à combien quand on parle de contexte, on parle en nombre de tokens, je crois, de mémoire. Ouais, c'est token, ouais, Ok. exact. Un token est égal à un mot globalement, c'est ça? Ok. Ouais, c'est ça, un mot qui est reconnu qui fait partie ouais, qui est reconnu par le modèle, donc qui est Et la utilisé déjà dans limitation, elle d'autres. était à combien avant et elle est à combien maintenant? Alors, ça dépend de ce qu'on disait par avant, mais tu vois, genre l'an passé, on va dire, bah, pile il y a un an, on est plus autour de 4000 jusqu'à 16 000, tu vois. Ok. Maintenant, on tourne facilement autour de 32 000 jusqu'à, alors, tu vois, par exemple, Gemma de Google, je crois qu'ils sont plus dans les 250K Ok. tokens. Donc Donc là, là, tu tu peux commences. vraiment rentrer une code base entière et Ouais. rajouter ton prompt derrière. Ouais, tu vois, pour te donner une idée, genre deux reports, parce que je suis en train d'essayer, enfin, de toucher un peu les LLM avec des reports en ce moment. Deux reports avec un peu de texte avant et après, ça met, je crois on tourne autour de 8K tokens, Qu'est-ce que tu appelles sachant que, de ouais, pardon, ouais, des reports de Warden, tu vois, donc un un gars. finding ou un report complet après un contest avec tous les findings dedans? Non, non, un Un finding finding, unique. d'accord, ok. Ouais, ouais. Donc voilà. Et bon alors, tu vois, donc ça paraît bien dit comme ça, 250 K tokens, etc. Mais bon, de manière pratique, c'est hyper compliqué à utiliser parce que ça demande énormément de ressources et c'est hyper lent.
Et bon, je pense qu'on va y venir, hein. Là, il y a des trends de réduction. En fait, t'as des gens qui se focus vraiment sur la performance, quelle que soit le computational power, et t'en as certains qui se focus uniquement sur la réduction des modèles tout en conservant la performance. Là, on commence à avoir des modèles de 7 milliards de paramètres, ce qui paraît beaucoup et qui commence à être quand même bien compétitif avec des modèles de 32, par exemple, qui datent d'il y a 6 mois. Je pense que si on reste sur cette trend comme ça, d'ici un an ou deux, enfin, on va avoir des trucs de... Donc, d'après toi, le manque technique qu'on avait pour avoir un vrai copilot, si on peut le formuler comme ça, d'éditeur, c'était simplement la limitation de Token. Bah non, non, après, je pense que c'est un des facteurs. Après, peut-être que, je te dis, moi, j'ai l'impression que les boîtes, elles se focusaient un peu plus sur l'automatisation entière de l'audit. Après, franchement, je serais pas de dire, mais j'ai l'impression que peut-être qu'aussi, il y a peut-être pas eu juste l'idée, enfin, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est sûr que ça me plairait de bosser là-dessus. Mais tu vois, il y a un autre projet qui paraît beaucoup plus accessible. C'est que sur l'audit, on dit tous que c'est le meilleur outil pour l'audit, etc. Et c'est vrai que c'est génial. Mais pour moi, il manque une surcouche d'augmentation qui permettrait de... Parce qu'au final, tu vois, quand tu vas sur Solidit, tu veux pas, tu veux pas juste chercher un finding, tu veux avoir tous les findings qui correspondent à ce que tu as en tête, et du coup, ça, le formuler avec une requête et des sliders fixes, c'est un peu compliqué. Par contre, avoir une surcouche LM qui viendrait de faire des résumés, qui viendrait de sélectionner des choses comme ça, et qui viendrait de faire une sorte de mini-rapport avec une checklist des choses à voir pour tel type de protocole, je pense que ça paraît plus accessible et faisable plus dans l'immédiat aussi, tu vois. Bah, ils ont plus ou moins mis ça en place. Il y a un onglet GPT quand tu vas sur un finding sur l'audit, Ouais, mais je qui vois. est une très 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 légère surcouche parce qu'en gros, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, le LLM va faire globalement une recherche par mots-clés dans d'autres titres. Donc en fait, c'est à peu près la même chose que si tu vas chercher avec l'onglet de recherche global, quoi. Ouais, C'est vrai. je pensais que c'était juste un résumé du finding. Bah, il y a un résumé et quand tu descends en dessous, il y a en général trois findings, je crois, qui sont similaires à celui-là, mais qui sont similaires par mots-clés dans le titre. Donc en fait, c'est exactement globalement les mêmes résultats que tu as quand tu vas chercher les mêmes mots-clés dans la barre de recherche classique, quoi. Il n'y a pas une recherche. Alors, j'y connais rien en machine learning, donc je vais pas trop m'avancer, mais de ma compréhension, il n'y a pas de recherche particulière poussée sur le contexte du finding, ce genre de choses-là qui vont te permettre de sortir d'une recherche pure par mots-clés, quoi. Euh, Ouais, Par contre, pour avoir échangé avec l'équipe de Cyfrin il y a quelques temps, c'est clairement un truc qu'ils ont en tête, quoi. Cette surcouche d'LLM ah, ça m'étonne pas. ajoutée à Solid, c'est clairement un truc qu'ils ont en tête. Je sais pas à quelles étapes de leur roadmap ils en sont par rapport à ça, mais c'est quelque chose qu'ils ont vraiment en tête parce que c'est vrai que ça serait génial, quoi. Si tu vas sur un finding, tu dis ok, ce finding là il correspond bien. Bon, heureusement, ça marche pas dans la code base actuelle, mais par contre, j'aimerais bien que tu me trouves tous ceux qui correspondent à mes findings, ou même par exemple d'avoir une recherche intelligente de tous les findings qui sont pour des protocoles de landing sur Avalanche Ouais, c'est pour ça que j'avais en tête. Ouais. ouais, ça serait vraiment génial ça pour le coup. Parce Ouais, qu'aujourd'hui parce la que... classification de ce audit elle est faite manuellement quoi. Hmm. Et on est très très peu d'auditeurs à faire cette classification sur ce audit. Du coup, la plupart des findings ont zéro classification et tu peux les rechercher que par mots-clés. En plus, ouais, bah c'est un taf énorme hein, de faire ça. Mais c'est nécessaire. Enfin, franchement, là, c'est une fondation, une brique hyper importante pour pouvoir faire ce dont on parlait à l'instant. Parce que c'est vrai que, tu vois, je pense que ce qui est bien avec à réfléchir sur les problématiques d'automatisation, c'est que ça te force à essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux vraiment quand tu utilises un service, tu vois. Et genre là, sur l'audit, alors avec le peu d'expérience que j'ai, je me dis, c'est pas des findings qu'on veut trouver, c'est le besoin plus fondamental, c'est essayer de rassembler une sorte de checklist de toutes les choses sur lesquelles on doit penser pour gérer tel protocole, donc par exemple landing sur Avalanche ou des choses comme ça. Et ouais, je pense qu'il y a ouais, c'est trop bien, il y a plein de trucs à faire. La génération de checklist et la génération, alors c'est très corrélé, mais la génération d'idées. Souvent, tu arrives Mm. dans ton process à une étape où tu es en mode, bon, bah, je suis passé 4 fois sur la code base, là, j'ai plus d'idées. Et tu vas sur ce audit justement pour dire, tiens, j'ai peut-être pas pensé à ça, ou j'ai peut-être Ah pas ouais. pensé à ça. Dans l'idée du copilot dont tu parlais juste avant, si on pouvait, je sais pas, par exemple, feed un finding à ce audit et dire, bah, tiens, est-ce que tu peux me générer des idées par rapport à celui-là, ce serait vraiment ouf. Ouais, je vais le noter. Je vais essayer d'y penser.
Toi qui as un peu étudié la sécu Web 2 avant, enfin le machine learning dans la sécu Web 2 avant, est-ce que tu vois des choses que eux, si je peux le formuler comme ça, font mieux que nous, ou des choses qui sont présentes dans la sécu Web 2 qui sont pas encore présentes dans la sécu Web 3 et qui pour toi sont soit qu'une question de temps ou sont quelque chose sur lequel ça serait bénéfique qu'on base dessus. Bah alors là, pas vraiment. Alors, j'avais bossé dans la sécurité en Web 2, mais c'était vraiment, je faisais juste de la R&D pour une boîte qui voulait étudier un peu si l'analyse statique de code PHP via des modèles de machine learning pouvait être plus rapide que des gens qui créaient des regex manuellement à chaque fois qu'il y avait une nouvelle finding. En gros, c'était ça le taf que je devais faire. Donc je peux pas dire que j'ai vraiment bossé, j'ai pas vraiment étudié la sécurité dans le Web 2, tu vois. Ça m'a toujours intéressé, euh, mais j'ai jamais bossé là-dedans. Donc du coup, je peux pas vraiment répondre à ta question, mais mais je pense que c'est sûr que c'est un domaine qui est beaucoup plus mature forcément. Enfin, ça c'est sûr. Maintenant, ça a des avantages et des inconvénients. Je pense qu'il y a un truc qu'on fait mieux, je pense, c'est qu'on met facilement, j'ai l'impression qu'on met peut-être un peu plus facilement en question le statu quo dans le Web3 parce que tu sais, on est un peu contrarian par, par nature. Voilà. Après, j'ai envie de dire l'open source, mais en même temps, voilà, je suis biaisé parce que j'ai l'impression que j'en apprends plus. C'est ce que j'adore en fait dans le CQ Web3, c'est que la communauté, c'est tellement dingue. Enfin, tu vois, il y a truc qui a une bonne ambiance, on partage tout, tout est appris, les gens apprennent dans le public, on a chacun notre petit avatar pour parler sur Twitter, enfin tu vois, je pense qu'il y a une super ambiance, et puis ça se ressentait à DSS, tu vois, j'ai j'ai un très bon souvenir, et puis voilà, donc je peux pas comparer, je peux juste dire voilà, ce que j'aime bien dans ce domaine-là en particulier. Et tu parlais de bonne ambiance, alors ça me donne envie de revenir au sujet de Kodam. On le disait tout à l'heure, c'est quand même une des sociétés qui a la meilleure aura de tout l'écosystème. Je veux dire, toutes les sociétés, certains de leurs concurrents reçoivent beaucoup de critiques. Codarena, j'ai l'impression aucune, quoi. Qu'est-ce qui fait, toi qui bosses de l'intérieur, à ton avis, que ce soit une société qui marche si bien, qui fonctionne si bien, où tu as l'impression que tout le monde, tout leur réussit et personne les critique, ou en tout cas très très Il peu. y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. En fait, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le côté en interne, on a une équipe, franchement, les entretiens, ils sont quand même costauds. Enfin, franchement, ça m'a pris beaucoup de temps. Combien de temps à peu près? Enfin, moi, ça m'a paru une éternité parce que je t'avoue que je manquais un peu d'idées après pour pouvoir switcher dans le Web3. Et du coup, je crois que ça m'a pris au total un mois et demi quand même, Ah oui, en quand même. discutant avec eux toutes les semaines et tout. Et je pense que c'était relativement rapide parce que bon, je suis pas passé dans la voie un peu classique parce il y avait pas de poste d'embauche, tu vois, Ouais, pour c'était une du création de démarrage. poste Ouais, c'est ça. opportuniste, quoi. Hmm. Ouais, exactement. Donc je pense que déjà dans la boîte en elle-même, la manière dont SOC et Picnic font du management, enfin, franchement, je trouve ça. On m'avait dit avant que je rentre que ça ressemble à aucune autre boîte et bon, je pensais que c'était une manière de parler, tu vois. Et c'est vrai que ça ressemble à aucune autre boîte. Il y a vraiment un esprit. Tu peux. Tu vois, par exemple, le documentation bot, c'est un truc, genre, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire ça. J'ai fait un mini POC, je l'ai présenté, et après, en 2 secondes, on m'a dit, ah, bah, vas-y, bosse là-dessus, ça a l'air trop cool. Et on m'a laissé faire. Du coup, je joue d'une grande liberté là-dedans, et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup d'autres personnes. Et voilà, moi, j'ai l'impression que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, parce qu'on est en train de sécuriser le système financier de demain, le plus innovant qui a jamais été créé. Enfin, il y a aussi le fait que bon, on a l'impression que notre boulot sert à quelque chose. Tout le monde est super sympa. Et puis voilà. Et le point le plus important, je pense que c'est la communauté. Franchement, tu regardes sur le Discord, il y a des cœurs partout. Tout le monde est, on est tous. Enfin, il y a beaucoup d'entraide. C'est même si c'est un milieu qui est compétitif, hein, tu vois. Il y a vraiment une volonté de grandir ensemble et de faire grossir l'écosystème pour que tout le monde en profite plutôt que tu vois de se batailler sur des pour avoir son propre profit immédiat en fait. Et qu'est-ce qui Et fait, ça, à ton avis, justement, que la communauté soit si positive envers Codar? Et je dirais pas comparé aux autres, mais en tout cas, c'est clairement moins le cas chez les compétiteurs. je sais pas, je saurais pas te dire, mais peut-être parce qu'on est les personnes, enfin
c'est la boîte qui a lancé ce modèle-là aussi, tu vois, le First Mover Advantage. C'est peut-être ça. Après, je sais pas si je connais pas en fait l'opinion des autres wardens sur d'autres plateformes. J'ai l'impression quand même que, par exemple, Cantina, ça a quand même une bonne réputation, et enfin les autres aussi, tu vois. Donc, mais ouais, il y a peut-être une part de nostalgie aussi, parce que c'est là aussi où t'as les plus grands ont fait des Ouais. millions, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. C'est là où les plus grands talents ont été formés il y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc c'est vrai que ça Ouais, attire peut-être. automatiquement autant les nouveaux qui se lancent dans l'écosystème que les trusts et autres légendes qui continuent de temps à autre à faire encore des contests, quoi. Ouais, exact. Et vous êtes Ah non, combien chez Codare? alors là, je sais pas te dire exactement, mais je crois que quand je suis arrivé, on était une quarantaine. Donc là, on était 45, un truc comme ça. Ah ouais. Et comment Dans ça se ces passe eaux-là. du coup quand tu travailles pour une boîte sans bureau, à l'autre bout du monde? Comment ça s'organise? Parce que ça doit changer. Toi aussi, tu bossais dans un contexte franco-français avant, en France, Ah avec. non, non. J'ai toujours bossé avant, j'étais tout le temps freelance et pour des boîtes qui n'étaient pas en France non plus. Donc, Ok, ah, d'accord. Donc, moins des paysans que ce que je pensais. non, non, j'ai toujours quasiment bossé en remote et voilà, donc je suis un peu habitué à ça, quoi. Et là, pour le coup, c'est un peu plus distribué. La boîte précédente, on était contraint d'être dans une time zone, tu vois, plus ou moins 4 par rapport à l'Europe, à Paris, parce que la boîte était en Autriche. Maintenant, là, t'as des gens partout. Genre, il y a un collègue qui est parti en Corée, il y en a un autre qui... Enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est sympa. Mais bon, voilà, le remote, il faut... Je pense que ça demande une rigueur. Il faut... Enfin, je sais pas si t'as déjà expérimenté ça, toi, mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas trop ce genre de choses. Moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir un espace de coworking pour bosser. Bon, là, je suis chez moi en ce moment parce que je viens de déménager, mais c'est... Je trouve ça... Ouais, je trouve ça important, quoi. T'as eu du coup un très beau succès dans ta transition. Enfin, je trouve, on s'est rencontrés encore une fois en juillet dernier. Tu me disais, bah, je veux bosser là-dedans. Je sais pas comment, je sais pas quoi, mais je sais que je veux bosser là-dedans. Quelques mois plus tard, Ouais, tu es dans une des plus belles boîtes de l'écosystème. Donc, franchement, encore bravo à toi, c'est une sacrée ouais, réussite. merci. Tu aurais des conseils pour ceux qui, comme toi, se disent la sécu Web 3, c'est trop cool, mais peut-être pas forcément en tant qu'auditeur, parce que c'est vrai que beaucoup se joignent à cet écosystème en mode je veux faire des Mm. comptages, je veux faire des comptages, je veux faire des audits, alors qu'en fait, t'en es la preuve même, il y a tellement de choses à faire autour qui peuvent être tout aussi intéressantes, si c'est pas plus. Tu aurais un conseil pour ces gens-là qui sont soit dev et qui veulent rester dev, soit machine learning engineer ou autre pour bah, percer comme tu as pu le faire. Bah, en fait, moi, par exemple, je pense avoir détecté un besoin et j'ai fait un proof of concept. Et après, je suis allé directement poser des questions, etc. pour proposer ça. Mais tu vois, le truc, c'est que ça me plaisait à la base de faire du machine learning, etc. Donc, je pense que si j'ai la chance, entre guillemets, la chance d'avoir envie de travailler sur quelque chose qui peut être utile. Mais du coup, en fait, ça touche de près, enfin ça peut toucher de près à cet écosystème-là. Je pense qu'en fait, ça revient à être passionné par ce qu'on fait, en fait, c'est tout. Si t'es passionné, faut vraiment vouloir faire ça. Moi, par exemple, tu vois, Security Researcher, en fait, je me suis dit, je pense que c'est pas pour moi, et je pense que honnêtement, je me suis dit, je pense pas que j'arriverai à avoir la patience de travailler ça pendant des années pour avoir un bon niveau, tu vois. Je pense que il y a aussi ça, tu vois. Je me suis dit, ça m'attire pas plus que ça. Je pense qu'il faut cultiver ce qu'on aime et puis après faire des mini-projets, je pense que ça c'est le plus important, ouais. Avoir un petit portfolio. Parce que des gens qui veulent travailler là-dedans, il y en a plein. Des gens qui commencent à faire quelque chose et à apprendre et à montrer qu'ils apprennent et tout, je pense qu'il y en a déjà beaucoup moins. Et après, moi je pense que si le machine learning, ça m'a beaucoup aidé parce que ça commence à être hyper utilisé. Ça a été déjà quelques années, mais là ça commence à être de plus en plus utilisé. Il y a même une hype autour, pour le meilleur et pour le pire, hein. Du coup, comme conseil, bah, je dirais, faut juste être sûr que ce qu'on fait, qu'on aime bien ce qu'on fait, et puis se donner à fond, être passionné, et puis se laisser porter par des projets, choses comme ça, et puis ça va. Et tu l'as dit quand même, le mieux, identifier un besoin, quoi. C'est là où tu as été Bah ouais, particulièrement malin. C'est que tu t'es dit, j'ai un truc qui me passionne et je peux en faire, je peux développer une vraie solution à un vrai problème pour une industrie qui est naissante, quoi. Pour toi, peut-être à, je sais pas, moyen, long terme ou peut-être même plus court terme, des projets
as en tête, des choses dont tu euh, peux nous parler, que ce soit personnellement ou chez Sifa? Je pense que j'aimerais bien, à un moment donné, travailler sur du tooling plus précis quand tu auras des modèles de LLM qui permettront de faire ça de manière un peu plus facile. Mais ça, c'est un truc sur lequel que j'aimerais bien explorer et ça va arriver. Mais là, moi, pour l'instant, j'ai plus envie de, moyen terme, j'ai envie de monter en compétence là-dedans, de devenir de plus en plus expert. C'est plus ça qui me motive. Après, sur le long terme, je t'avoue que là, c'est tellement un grand changement Web3 que je, je préfère voilà, mettre des bonnes bases et après, je regarderai plus loin. Mais pour l'instant, je reste sur du moyen terme, on va dire. Bah écoute, merci beaucoup Totem. C'était un plaisir d'échanger avec toi en tout cas aujourd'hui. Et, Merci à toi. et puis bah, je mettrai tes liens dans la description pour ceux qui veulent te suivre. Et voilà, j'imagine que s'il y en a qui ont des questions, que ce soit sur le machine learning ou le tooling de manière plus générale lié au Web3, ils pourront te contacter en message privé, Bah ouais, avec plaisir. Même en public, hein. même en public. Ça marche aussi. Allez, ciao. Yes. Ouais, ciao.